Peut-on encore aimer le sport de haut niveau? C'est la question volontairement provocatrice que notre invité du soir pose dans son nouvel essai. Football politique, sorti aux éditions Amorce. Bonsoir Pauline Londex, vous êtes chercheuse et écrivaine et créatrice du think tank Haut de Sport. Et donc vous venez de sortir ce livre, Football politique, donc aux éditions Amorce. Merci d'être avec nous dans ce 64 minutes. Le sous-titre de ce livre, c'est donc « Peut-on encore aimer le sport de haut niveau ?» Bon, après le succès des Jeux de Paris, vous risquez de crisper certains amoureux du sport avec cette question, Pauline Londex. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. En effet, l'objectif du livre, c'était réellement de poser la question, peut-on encore aimer le sport de haut niveau? Ça, bien sûr, ça n'échappera pas à bon nombre de vos téléspectateurs que le sport, bien sûr, draine énormément de questions, notamment économiques, notamment géopolitiques. On sait qu'il y a énormément d'intérêts qui sont autour du sport et qui dépassent la simple pratique sportive. Donc forcément, on peut se poser la question légitimement, peut-on encore aimer le sport de haut niveau? Et c'était bien sûr l'objectif que j'ai voulu poser avec ce livre, avec une partie dont l'objectif était vraiment de lister un peu les choses qui ne vont pas, les dérives dans le sport de haut niveau, et une autre partie plus positive dans ce que je voulais développer. Et justement, Pauline Londex, on va être dans le concret à présent. Quels sont les principaux chantiers à ouvrir selon vous? J'en ai relevé plusieurs. Quels sont les 3 ou 4 principaux? Alors peut-être que je vais forcément être biaisée dans ma réponse. Je travaille sur les questions de santé depuis une quinzaine d'années. Donc je dirais que la question du corps des athlètes et de la santé physique, la santé mentale est une question qui est très très peu abordée, qui est une question en fait, une sorte d'angle mort de la pratique sportive de haut niveau, comme si c'était une sorte de sujet tabou. C'est-à-dire quand on est athlète, la question des coups, la question des blessures à répétition, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment posé, qui n'est pas d'ailleurs très peu abordé par les politiques. Par exemple, quand on regarde toutes les commissions d'enquête parlementaires du Sénat, de l'Assemblée nationale autour du sport, les questions de santé sont rarement posées aux experts qui défilent, et ça pose un certain nombre de questions. Donc je dirais que la santé et le sport, c'est un des aspects. Après, bien sûr, il y a la question de la précarité des athlètes. Par exemple, un chiffre que vos confrères de France Culture, je crois, citaient, c'est que 120 athlètes français ont dû mettre en ligne des cagnottes pour financer leur participation au JO, en tout cas pour pouvoir s'entraîner dans des conditions un peu meilleures, pour pouvoir vraiment se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques de Paris. Justement, les Jeux Olympiques de Paris et les Paralympiques qui vont arriver, ils ont fait émerger ces Jeux, certaines questions dans le débat public, selon vous. On a beaucoup parlé, par exemple, du burn-out de certains sportifs. On a avancé, mais pas suffisamment. Je crois que, alors, vraiment, la fête a été totale à Paris, dans ce qui a été décrit, ça a été fantastique, les médailles françaises, etc. En revanche, c'est vrai que moi, en tout cas, à titre personnel, j'ai l'impression que c'est peut-être une occasion manquée, mais bon, qui pourra peut-être continuer dans les mois qui viennent et à l'approche des Jeux Olympiques de Los Angeles, de poser certaines questions, comme par exemple l'éthique dans la pratique sportive, les questions de santé dont je parlais, les questions de précarité, par exemple, chez les athlètes. C'est des questions qui me semblent devraient être posées davantage par les pouvoirs publics, par les politiques, par les athlètes eux-mêmes, par les dirigeants dans les fédérations, etc. Mais où est-ce que ça coince, selon vous, Pauline Londex? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, en fait, à avancer sur ces questions et à prendre, on va dire, le sujet en main, notamment lorsqu'il y a des grandes compétitions? Où est-ce que ça coince? Je pense qu'on est souvent dans une logique court-termiste où ce qui compte avant tout, c'est le nombre de médailles que la France va récolter, parce que certaines peuvent se faire briller grâce à ça. Et d'ailleurs, ça pose d'autres questions qui me paraissent importantes de soulever ici, qui est par exemple la question de la disparité de l'accès au sport à travers les pays dans le monde. Et je pense que les spectateurs de TV5 Monde savent très bien que l'accès au sport, la préparation pour être un athlète de haut niveau n'est pas la même quand on est en France ou quand on est en République démocratique du Congo. Donc forcément, la question des médailles, ensuite du tableau des médailles, est un petit peu biaisée par ça et par le fait que les pays riches, bien sûr, ont beaucoup plus de chances d'être en haut du tableau des médailles. Donc j'ai l'impression que cette course au résultat, à la performance, vient cacher un petit peu ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y a des années et des années d'efforts dans la précarité pour de nombreux athlètes, dans de préparation.
Et bon, heureusement pour eux, pour ces athlètes, la fête a été totale à Paris. Ils ont pu vraiment s'exprimer et ça, c'est vraiment une très bonne chose pour eux. On peut s'en réjouir, bien sûr. Pauline Londex, si je comprends bien vos propos, moins de sport professionnel, moins de compétition, davantage de sport amateur, c'est ça en résumé ? Non, c'est pas forcément ça. C'est-à-dire que le sport amateur répond à des enjeux. Donc, le sport amateur est très intéressant, très important. Mais le sport professionnel pourrait être aussi mieux régulé. Par exemple, le football féminin, qui est souvent décrié. La professionnalisation du football féminin en France n'est qu'extrêmement récente. La D1 à Arkema, la Ligue 1 de la Ligue de football professionnel en France, n'a réussi à obtenir le statut professionnel que cette année. Donc cela veut dire que les moyens qui sont derrière le statut de professionnalisation n'arrivent que très tard. Donc forcément, ça a un impact sur la pratique sportive. Donc la question, c'est comment mieux réguler le sport professionnel pour que les athlètes puissent en vivre décemment. Pauline Londex, dans votre livre, vous mettez aussi en avant une pratique du sport professionnel plus inclusif, mais même du sport amateur. Je voulais vous faire réagir à un sujet, puisque c'est un sujet qui, justement, est dans l'inclusivité au niveau de l'âge et du sexe également de ses participantes. Ça se passait l'année dernière, en mars 2023, en Afrique du Sud, où a été organisée la Coupe du Monde, une Coupe du Monde un petit peu originale. C'était du football, avec des joueuses de plus de 50 ans. Certaines avaient même 80 ans. C'était une première avec 16 équipes au total venues de 6 pays. C'est un reportage TV5 Monde de Joséphine Klockner et Gabriel Porometto. On regarde et puis on en parle juste après. C'est un accueil digne de stars qui attendait les joueuses françaises à l'aéroport de Johannesburg. Les Mamie-Foot sud-africaines tenaient à marquer le coup pour ce tout premier tournoi international de Mamie-Foot. C'est génial, je ne m'attendais pas à cet accueil. Ce partage, cet accueil, c'est fabuleux. Franchement, je suis comme une folle. C'est incroyable, incroyable. 400 km plus loin, dans le township de Nkoankoa, les choses sérieuses commencent. Sur la pelouse, certaines joueuses approchent les 80 ans. Elles sont là pour montrer à tous qu'elles ne laisseront pas leur âge les arrêter. Ces 16 équipes internationales rassemblées pour la première fois, c'est un rêve qui se réalise pour l'organisatrice Mama Beka. Dimanche dernier, j'ai pleuré parce que quand on avait commencé il y a quelques années, ce n'était pas comme ça. Les gens se moquaient de nous et elles pensaient qu'on ne serait jamais allé loin. Mais ça, c'est la première Coupe du Monde de Mamie-Foot et ça me rend heureuse. Il y a 16 ans, Mama Beka fondait dans ce même township la première équipe de Mamie-Foot sud-africaine, avec une ambition: améliorer leur santé physique et mentale. Un exemple qui a inspiré au-delà des frontières lors du mondial de 2010. Ces femmes sud-africaines qui jouaient au foot ont attiré l'attention des médias internationaux. Mon équipe aux États-Unis a vu une vidéo sur elles et on s'est dit mais waouh, elles sont encore plus vieilles que nous et elles jouent au foot. Mama Beka est ce genre de personne. Elle a une vision et elle fait tout pour la réaliser. Dans sa communauté, Mama Beka n'en est pas à son coup d'essai. Avec sa fondation, elle a monté d'autres actions, à commencer par un soutien aux victimes de l'épidémie de VIH dans les années 90. Elle prenait soin de ces personnes pour leurs toilettes. Elle leur donnait de la nourriture, elle leur donnait un toit. Tout le monde l'aime ici. Ils l'appellent Mama Beka parce qu'elle est charitable, comme Mère Teresa. Elle a donné plusieurs logements à des personnes pauvres. Mama Beka a de nouveau tiré de sa propre poche pour ce tournoi. Et ce manque de financement est la seule ombre au tableau. Mais elle a l'espoir que cette première Coupe du Monde marque le coup d'envoi. Pauline Londex, c'est le type de reportage et d'action qui doit vous faire plaisir. Oui, bien sûr, je trouve ça fabuleux parce que ça montre que tout le monde a sa place dans la pratique sportive. En tout cas, c'est ce que devrait être, ce que devrait permettre la pratique sportive, que tout le monde puisse y trouver sa place, quel que soit son niveau, quel que soit son genre, etc. Et donc, ça montre que c'est possible. Ça montre que c'est possible de pratiquer le sport, même plus âgé, et c'est vraiment très intéressant. Dans votre livre, vous mettez en avant énormément un sport qui est très méconnu en France. Ça s'appelle le flag football. Alors ça parle sans doute pas à tout le monde. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous dire déjà ce que c'est le flag football ?
En fait, c'est un dérivé du football américain, donc où les plaquages sont remplacés par le fait de retirer un ruban qui est clippé au short de l'adversaire. Donc comme ça peut paraître un peu étonnant, mais en réalité, ça donne des mouvements techniques vraiment très beaux. Et en plus, c'est un sport qui vraiment a énormément de points positifs, c'est-à-dire qu'il permet d'éviter les contacts. Il y a très très peu de contacts. Donc c'est très intéressant quand on pratique ce sport de façon régulière pour protéger la santé des athlètes. Et en plus, ça permet à d'autres qualités de s'exprimer. Et troisième élément, ça permet aussi à une pratique de ce sport en mixité et même au très haut niveau. Donc c'est très intéressant. Pourquoi pas ce sport collectif pratiqué de façon mixte bientôt. Donc ce sport sera aux disciplines olympiques à Los Angeles en 2028. C'est très populaire aux États-Unis et c'est vraiment un sport très intéressant. Et si vous le prenez beaucoup en exemple, hein, donc ce sport qui sera, vous l'avez dit, aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, c'est parce que ce serait vers ce type de sport qu'il faudrait tendre de plus en plus, selon vous, à l'avenir ? Disons qu'il répond à des enjeux de société intéressants, c'est-à-dire est-ce que le corps des athlètes, est-ce que les coups, le fait de s'abîmer le corps fait partie de la pratique sportive de haut niveau ou pas? On peut dire que oui, par exemple, très bien, ou on peut dire aussi, certains athlètes peuvent se dire aussi non, peut-être que on peut faire évoluer certaines pratiques sportives pour éviter des contacts qui peuvent mettre en danger au long terme la santé des athlètes. Donc ça dépend vraiment vers quel type de modèle de société et de société on veut avancer, mais en tout cas ça peut permettre de répondre à certains enjeux. Et je pense que la question de la mixité, puisqu'il y a eu encore à nouveau des débats autour du genre, etc., supposé d'une des boxeuses, etc., au JO de Paris, ça permet de répondre à cette question. C'est-à-dire que tout le monde, dans une équipe de flag qui serait mixte, par exemple, tout le monde a sa place, quel que soit son genre, et ça peut vraiment permettre une pratique collective très intéressante. Pauline Londex, un mot de conclusion très rapide. Donc du coup, est-ce qu'on peut encore aimer le sport de haut niveau ? Je crois qu'on aime le sport de haut niveau, c'est pour ça qu'on en parle et qu'il y a sûrement beaucoup de choses à faire évoluer pour qu'on continue à l'aimer et qu'on l'aime encore plus. Eh bien, merci beaucoup, Pauline Londex, d'avoir été notre invitée dans le 64 minutes et d'avoir apporté votre éclairage. Donc, football politique, peut-on encore aimer le sport de haut niveau ? C'est aux éditions Amorce. Voilà pour ce livre qui vient de sortir. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Pauline Londex.